Quels sont les freins et les leviers éventuellement à activer pour promouvoir et développer ce type d'accompagnement? Alors, ce qu'on voit dans les faits, c'est que malgré des besoins de moyen terme, ce type de projet peine à trouver des financements de moyen terme. Ce sont surtout des financements de court terme qui sont proposés. Pourquoi? À cause du risque, qui est toujours plus élevé dans le long terme. Il faut donc travailler à dérisquer ce type de financement et à établir une relation de confiance sur la durée entre les bailleurs de fonds et les porteurs du projet. Sans prétendre à l'exhaustivité, je vois quelques pistes de réflexion. La première, c'est de disposer de données et aussi de références. Dans le monde de la finance durable, la notion d'évaluation, elle est cruciale. Pour pouvoir identifier des critères d'impact pertinents, les mesurer, les apprécier dans le temps long et ainsi pouvoir juger de l'impact de ce financement au regard des objectifs de développement durable assignés, il faut des données. Et autant la performance financière d'un projet est assez facile à mesurer, elle permet de calculer sa rentabilité, autant mesurer la performance environnementale et sociale, ce qu'on appelle généralement l'extra-financier, est plus complexe et surtout dans des systèmes agricoles où il y a de multiples interactions. Or, le couple risque-rendement demeure une notion importante dans la finance privée. Pour pouvoir rassurer les financeurs, les fidéliser et en attirer de nouveaux, ce qui est indispensable pour la réplicabilité et la mise à l'échelle des projets, il faut disposer de mesures d'impact extra-financier. Et ces données, elles sont également requises par la réglementation qui encadre les rapports de durabilité. Un autre frein constaté est celui de l'accès à des débouchés stables. C'est là aussi un problème de passage à l'échelle. Pour répliquer certains projets et les faire dépasser le stade de l'expérimentation du pilote, il faut pouvoir accéder à des marchés pour les productions issues des modifications de pratiques agricoles. Par exemple, pour des cultures associées à des projets de transition vers de l'agroécologie. Il faut un débouché qui soit stable et rémunérateur. C'est d'ailleurs pour ça que l'on observe que la plupart des acteurs entreprises qui accompagnent financièrement sont des entreprises exportatrices positionnées sur des grandes filières comme le cacao ou le café, issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique. Parce qu'il y a derrière des marchés qui sont suffisamment rémunérateurs et en volume. Autre point de vigilance, la situation du foncier. Quand on est dans un contexte géographique où celui-ci est peu ou pas régulé, c'est difficile d'inciter des agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques et donc c'est difficile aussi d'attirer d'éventuels investisseurs. La reconnaissance des bonnes pratiques agricoles est une autre piste qui peut être explorée pour faire reconnaître le changement et le valoriser. On sait que des consommateurs acceptent depuis longtemps de payer une prime à l'achat de produits issus du commerce équitable, de l'agriculture biologique, comme je l'évoquais, parce qu'il existe une confiance dans des signes de reconnaissance qui témoignent de l'application d'un cahier des charges, d'une procédure qui est auditée et certifiée par un tiers indépendant. C'est une piste, certes, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour certaines pratiques agricoles, dans la mesure où il faut pouvoir se doter des moyens de contrôle tout au long de la filière. Une autre piste déjà exploitée et utilisée, ce sont ce qu'on appelle les financements mixtes, c'est-à-dire associés dans un plan de financement des fonds d'origine publique et des fonds d'origine privée. Ce type de projet permet de dérisquer certaines de ces opérations. Par exemple, le financeur public va subventionner et où il va contribuer à mettre des garanties. Ou encore, il va accepter de prêter à un taux inférieur à celui du marché, ce qui globalement va alléger la dette globale du projet et améliorer le rendement potentiel pour un bailleur privé qui viendrait entrer dans ce plan de financement. Il peut aussi prendre ce qu'on appelle le risque de première perte avec la prise d'actions avec des droits différenciés par rapport aux actions portées par les bailleurs de fonds privés. Ce type de financement mixte présente également l'avantage de ce qu'on appelle l'effet de levier, puisque, en plus d'attirer des bailleurs de fonds privés, il permet également de rassurer les banques qui vont plus facilement accepter de mettre en place des crédits bancaires dans des projets dans lesquels on a ce type de financement mixte. Globalement, c'est la notion du partage de risques. On imagine également, et cela se pratique déjà, des outils tels que des assurances mutualisées entre plusieurs dossiers, ou encore des co-garanties entre plusieurs financeurs. Ce qui est important de souligner, c'est aussi qu'il faut donner de la visibilité et de la stabilité
sur l'encadrement réglementaire en matière d'harmonisation des règles de transparence et de communication sur ces critères extra-financiers. C'est important d'éviter l'attentisme de la part de l'ensemble du monde de la finance, mais en particulier pour les bailleurs de fonds privés, parce que les besoins financiers sont toujours là et ils s'accentuent. Malgré une croissance constatée ces 10 dernières années sur la mobilisation des financements, notamment privés, vers des projets de durabilité, et en particulier dans l'accompagnement des transitions agricoles, malgré aussi la créativité en matière d'instruments de financement que j'évoquais, ces apports financiers, ils sont insuffisants face aux défis majeurs auxquels fait face l'agriculture, et ce, d'autant que les crises et les tensions géopolitiques que nous vivons contribuent à creuser l'écart entre les montants mobilisés et les besoins. Il est donc important de maintenir une dynamique qui oriente plus de flux financiers vers des projets de ce type. Merci.